Bonjour à tous, c'est Lionel. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle histoire de disparition mystérieuse. Une histoire très intrigante qui est survenue en 2017 en Malaisie. Alors attention, il s'agit une nouvelle fois d'une histoire totalement véridique, une histoire vraie, qui a été rapportée dans les médias malaisiens. J'avais déjà évoqué cette histoire très vite sur Nurea TV. Je vais vous la raconter cette fois avec beaucoup plus de détails et en vous apportant des éléments nouveaux. Comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord les faits et ensuite il y aura une partie commentaires. Donc on va démarrer avec les faits. Nous sommes en janvier 2017 à Broga Hill, à 45 km au sud-est de Kuala Lumpur, la capitale. À cheval sur la frontière avec l'état de Negeri Sembilan, en pleine forêt tropicale humide, cette colline, la colline de Broga Hill, s'élève à 400 mètres d'altitude. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est totalement dépourvue d'arbres. Couverte d'herbes folles et de quelques rochers, cette modeste colline offre un circuit de randonnée qui est considéré assez facile. À moins d'une heure de voiture de Kuala Lumpur, Broga Hill est un site touristique prisé des Malaisiens. Chaque week-end, de nombreuses familles viennent se promener sur les sentiers qui serpentent sur cette colline. Depuis sa base, il faut compter environ 45 minutes de marche pour atteindre le sommet de Broga Hill, qui offre une vue saisissante sur des kilomètres de forêt vierge. Broga Hill, elle est voisine de la réserve forestière de Jelebu, une zone extrêmement sauvage. En général, les visiteurs grimpent au sommet de la colline, ils prennent des photos, voire pique-nique, puis reprennent le chemin en sens inverse. Donc le dimanche 22 janvier 2017, en fin d'après-midi, un jeune homme de 20 ans nommé Mohd Azharul Moukriz fait une randonnée avec 5 amis sur Broga Hill. Mohd, il est mince, de petite taille, et il exerce la profession de mécanicien. C'est la première fois que Mohd vient à Broga Hill. Il n'était jamais venu auparavant. Et ce jour-là, il est vêtu d'un jean, d'un t-shirt et de chaussures de randonnée. Donc le groupe d'amis part. Mais en fait, Mohd marche plus vite que ses camarades. Il marche plus vite que le reste du groupe, qui le perd de vue sur le sentier entouré d'herbes hautes. Bon, ils se disent, bon, on va le rattraper. Il va plus vite, mais on va le rattraper. Il va nous attendre là-haut. Mais vers 18h, lorsque les amis de Mohd atteignent le sommet de la colline, ils s'étonnent de ne pas le voir. Donc ils cherchent un moment leur ami, mais force est de constater que Mohd n'est nulle part aux alentours. Donc là, ils se disent, c'est bizarre. L'absence de Mohd est rapidement jugée anormale. Parce que Mohd, c'est un garçon sérieux, il est un peu timide, et il n'est pas du tout du genre à faire des blagues. Au bout d'un moment, les amis de Mohd alertent les autorités locales qui lancent sans tarder une opération de recherche et de sauvetage, Search and Rescue, à Broga Hill. Donc là, il va y avoir un grand nombre de personnes qui vont participer aux recherches. Des policiers, des pompiers, des secouristes professionnels, des touristes aussi, des bénévoles, des habitants du coin. Et tout ce monde commence à fouiller les sentiers de Broga Hill et aussi les pentes. Malheureusement, personne ne parvient à localiser le jeune randonneur. Lorsqu'ils apprennent la nouvelle de la disparition de Mohd, ses parents, ses frères, son oncle font le déplacement à Broga Hill. Ils aident les recherches. Le dimanche soir, à la nuit tombée, Mohd n'a toujours pas été localisé. Donc là, les secours décident de suspendre l'opération jusqu'au lendemain matin. On est maintenant donc le lundi 23 janvier 2017. Les secours reprennent leurs recherches aux premières lueurs du jour. Pas moins de 700 personnes inspectent la colline de Broga Hill en vain. Les battues se poursuivent les jours suivants. Là, le mardi, le mercredi, le jeudi, et les sauveteurs vont étendre la zone de recherche dans un rayon de 7 km autour du lieu de la disparition, notamment en direction de la forêt de Jelebu. Les fouilles continuent le reste de la semaine, sans succès. C'est comme si Mohd Azharul Moukriz avait quitté la surface de la planète. À Broga Hill, personne n'y comprend rien. Tout le monde est interloqué, à commencer par les forces de l'ordre. Personne ne comprend ce qui est arrivé à Mohd. Parce que l'endroit où il a disparu, c'est une colline qui est plutôt ordinaire. Il n'y a pratiquement pas de couvert végétal. Et le couvert végétal est si réduit qu'il est quasiment impossible de s'y cacher. Il n'y a pas d'arbres.
Comment Maud a-t-il pu se volatiliser sur cette colline herbeuse, qui en plus est très fréquentée, hein? Là, la famille Moncrise est vraiment très affectée par la disparition inexpliquée de Maud, qui est considéré comme un garçon gentil et stable. Il est très attaché à sa famille et il n'avait jamais fugué auparavant et il n'avait aucune raison de disparaître. Le vendredi 27 janvier 2017, Maud n'a toujours pas été retrouvée. Même si cette perspective les terrifie, ses proches commencent à se faire à l'idée qu'il ne reviendra peut-être jamais. Donc là, c'est terrible. Parce qu'en plus, sa mère, la maman de Maud, elle va elle-même sur les sentiers pour chercher son fils. Voilà, elle marche comme ça, elle erre un peu désespérément. Malheureusement, voilà, Maud est toujours introuvable. Ça fait maintenant 5 jours que le jeune mécanicien, Maud, a disparu totalement. Mais un incroyable rebondissement va survenir. Le samedi 28 janvier 2017, à 11h30 du matin, 2 volontaires britanniques, 2 touristes qui participaient aux recherches à Broga Hill, ils entendent soudain des bruits, des appels au secours en provenance de buissons. Ils entendent ces bruits, donc ils se disent qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc là, ils commencent à explorer les environs, ils fouillent dans les buissons. Et là, derrière des buissons, ils vont trouver Maud. Maud est dans la même tenue que le jour de sa disparition. Il a le jean maculé de boue et il est très très affaibli. Donc là, les 2 jeunes alertent les autres secouristes. Et les secouristes viennent lui apporter des biscuits, de l'eau, puis vont aider Maud à redescendre la colline. Arrivés en bas, ils vont prévenir les services d'urgence. Souffrant de déshydratation, Maud va être transporté rapidement à l'hôpital proche de Kajang, où il va être mis sous perfusion. Folle de joie et soulagée, donc la famille de Maud va se précipiter à son chevet. Donc voilà, vraiment, tout le monde est vraiment super content de la nouvelle, hein. Le lendemain, donc on est maintenant le dimanche 29 janvier 2017. Donc Maud ne quitte pas sa chambre d'hôpital de la journée. Il récupère doucement, il se réalimente, et il discute aussi avec ses proches. Donc cette affaire de disparition connaît un heureux dénouement et c'est super, parce que ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais cette histoire n'est pas complètement terminée. Le plus intriguant va suivre. Interviewé par le journal The Star, Ahmad Saad, l'oncle de Maud, qui a parlé avec lui dans sa chambre d'hôpital, il explique que Maud, il est réticent à s'exprimer sur son aventure, mais qu'il lui aurait confié avoir été gardé et protégé par quelqu'un à l'intérieur de la colline. Donc quand l'oncle de Maud explique ça aux journalistes, ils sont complètement perplexes. Mais ils veulent en savoir plus. Donc ils demandent à M. Saad, l'oncle de Maud, si quelqu'un a vraiment caché son neveu pendant 5 jours. Et dans l'affirmative, s'il a une idée de qui il pourrait s'agir. Et là, l'oncle de Maud, il va livrer une réponse plutôt énigmatique. Là, l'oncle de Maud va dire « Seul à l'AC, nous ne pouvons pas le voir. Cette personne peut nous voir, mais nous ne pouvons pas la voir. » Par la suite, d'autres informations, pour le moins perturbantes, vont fuiter dans les médias malaisiens, notamment le journal Metro et le site d'information Sarawak Voice, le 23 janvier 2018. Maud va apporter d'autres explications. À son retour, Maud aurait révélé à ses proches que, le 22 janvier 2017, il aurait vécu une expérience très étrange après être arrivé le premier au sommet de Broga Hill. Rappelez-vous qu'il était arrivé avant ses camarades. Et là, apparemment, tandis qu'il attendait ses amis, il aurait vu une fillette vêtue de blanc et voilée, d'environ 9 ans, qu'il aurait invité à le suivre. Selon Maud, cette fillette était belle comme un ange. C'est vraiment les mots qu'il a employés. N'ayant pas peur, Maud, il aurait accepté de la suivre. Et en fait, il se serait retrouvé à l'intérieur d'une grotte. À l'intérieur de cette grotte, il aurait rencontré plusieurs personnes inconnues, toutes en tenue blanche, notamment des adultes. Il y avait apparemment les parents de l'enfant et aussi une femme qui était la sœur de la fillette. Une femme voilée, portant une sorte de jilbab blanc. Un jilbab, c'est un vêtement féminin musulman composé d'une longue robe surmontée d'une capuche. Et donc cette femme, vêtue de blanc, serait venue vers Maud et contre toute attente, elle lui aurait demandé s'il voulait l'épouser. La Maud, pour le moins surpris, ça peut se comprendre. Et apparemment, cette femme, en plus, elle était belle,
très très belle, elle avait une grande beauté physique, comme la fillette, et apparemment elle était plus belle que les artistes coréennes qu'il aime. Voilà, c'est encore les mots qu'a employé Maud pour parler de cette femme, qui était vraiment une très très belle femme. Donc là, pour le moins surpris, on peut le comprendre, Maud n'aurait su quoi dire, et en fait, il n'avait pas vraiment envie de se marier avec elle, parce que voilà, il avait d'autres projets, et son envie première, c'était de rentrer chez lui au plus vite pour revoir sa famille. Malheureusement, apparemment, Maud ne savait pas comment quitter cette grotte. Il était en quelque sorte prisonnier, en fait, mais il était traité correctement. On lui apportait des fruits pour qu'il puisse manger, et il pouvait aussi boire de l'eau. Voilà. Donc pendant 5 jours et 6 nuits, Maud serait resté donc dans cette grotte, c'est ce qu'il a raconté, et pendant tout ce temps-là, apparemment, il aurait passé le plus clair de son temps à dormir et à réciter des prières issues du Coran, parce que ce jeune homme était très croyant. Puis bon, il n'avait pas grand-chose à faire, malheureusement. Donc, et apparemment, ça c'est très intéressant, c'est que la femme d'une grande beauté, elle revenait chaque jour le voir, et à chaque fois lui redemandait s'il voulait l'épouser. En mode, au bout d'un moment, il a commencé à perdre patience, et le 5e jour, il a refusé catégoriquement. Il s'est un petit peu énervé. Et là, il a lu aussi une réaction de colère un peu sur le visage de la femme, qui est brusquement repartie. Donc de nouveau seul, Maud aurait recommencé à prier. Et là, il va se passer quelque chose de très très étrange. Le dernier jour de sa disparition, tandis qu'il dormait, un cobra, donc un serpent, serait tombé sur son corps et aurait commencé à lui parler. Et l'animal lui aurait dit de chercher la lumière du soleil. Cherche la lumière du soleil, voilà. Et Maud aurait obéi à cette voix. Et à ce moment-là, il aurait aperçu dans la grotte, dans l'obscurité, des rayons lumineux. Donc il aurait suivi cette lumière et il aurait entendu à ce moment-là la voix d'un touriste étranger provenant de l'extérieur. Et sans trop savoir comment, Maud se serait retrouvée tout de suite sur un rocher, derrière des buissons, au sommet de la colline de Broga-Hill. Et c'est ainsi que Maud aurait fait sa réapparition le samedi 28 janvier 2017 à 11h30 du matin. Donc c'est vraiment une histoire qui est vraiment assez extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Pour épaissir un peu plus le mystère, l'entrée de cette grotte, cette mystérieuse grotte dans laquelle Maud aurait été retenu prisonnier, n'a jamais été localisée. On n'a jamais non plus retrouvé ou identifié ces mystérieux occupants. Voilà, donc c'est un mystère total. Donc depuis les faits, depuis 2017, Maud Azarul Mokriz a repris une vie normale. Il habite désormais à Phu Chang, une grande ville de la province de Selangor, en Malaisie. Et pour des raisons qui lui appartiennent, il refuse désormais de s'exprimer sur cette affaire. On va quand même citer l'une de ses dernières déclarations aux médias malaisiens en 2017. Il a dit « Ce fut une expérience que je n'oublierai jamais, mais je suis réticent à en parler à ceux qui pensent que c'est un non-sens, parce que je l'ai réellement vécu. » Voilà, c'était pour les faits. On va maintenant passer à la partie commentaires. Que penser du récit de Maud Azarul Mokriz ? Il paraît si bizarre que certains spectateurs ne manqueront pas d'être sceptiques, et ça je peux le comprendre. C'est vrai que ça, quand on entend une histoire pareille, ça semble complètement insensé, complètement fou. Mais on va quand même étudier cette histoire qui, encore une fois, a été rapportée dans des médias très sérieux. On va évoquer les deux principales pistes d'explication. La piste rationnelle et aussi la piste paranormale. On va commencer par la piste rationnelle. Maud a-t-il dit toute la vérité ou est-il un affabulateur? A-t-il juste cherché à attirer l'attention des médias en mettant en scène sa propre disparition? Lui seul le sait. Mais selon toute apparence, Maud a été sincère. De nature réservée, Maud a été réticent à parler aux médias juste après avoir été secouru. Et à chaque fois qu'il devait raconter son aventure, il se sentait plutôt mal à l'aise. Et cette attitude n'est pas celle d'une personne manipulatrice, prête à tout pour devenir célèbre. De mon point de vue, les photographies prises le jour de la réapparition de Maud sont criantes de vérité. Parce que sur ces photos, Maud a l'air réellement affecté par ce qu'il vient de vivre. Il n'est pas en train de faire des grands sourires aux caméras. Au contraire,
Il baisse la tête par moments. Il a l'air gêné. Il a l'air troublé. Et non seulement Maud n'avait aucun intérêt à mentir, mais il n'attirait aucun profit de son aventure. Désireux de retrouver au plus vite sa famille et une vie anonyme. Soit, mais bon, Maud n'avait peut-être pas conscience de son mensonge. Il faut quand même apporter une précision importante. Ce jeune homme n'était pas connu pour être un mythomane. Parce qu'un mythomane, au contraire d'un menteur, ne sait pas qu'il ment. Mais Maud n'était pas un mythomane. L'explication pourrait-elle être simplement d'ordre médical? Même s'il ne souffrait d'aucune pathologie mentale, est-ce que Maud aurait pu délirer et imaginer cette grotte, ainsi que la famille, cette famille d'inconnus? Ce cas de figure ne peut être écarté, parce qu'il semblerait qu'une déshydratation extrême puisse engendrer des hallucinations visuelles. Maud a-t-il cru voir cette prétendue grotte et ses occupants? Nul ne peut se prononcer, mais un doute subsiste, vu qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Ceci dit, même si les températures moyennes avoisinent les 30 degrés Celsius en Malaisie à la fin du mois de janvier, une déshydratation extrême susceptible d'engendrer un rêve éveillé et des hallucinations intervient rarement en moins de 45 minutes, le temps de marche habituel pour grimper au sommet de Broga Hill. Souvenez-vous que Maud avait suivi cette fillette mystérieuse qui l'a conduit dans la grotte, à peine arrivé au sommet, donc peut-être un peu plus de 45 minutes après son départ. Et on peut douter qu'il ait fait une déshydratation extrême en 45 minutes. Voilà, donc cette explication ne colle pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que Maud a été absent pendant 5 jours et 6 nuits. Et de toute évidence, il n'était plus à Broga Hill, parce que c'est une colline où il est quasiment impossible de se cacher en surface. Il n'y a pas d'arbres, il y a juste des herbes folles. Et de plus, il a fait l'objet d'une véritable chasse à l'homme. On doute que Maud ait pu échapper à 700 personnes en train de le chercher. Et encore une fois, il n'avait aucune raison d'agir de la sorte. Donc voilà, c'était la piste rationnelle. On va maintenant passer à une autre piste qu'il ne faut pas négliger. Pour être tout à fait complet, la piste paranormale. Relaté dans la presse, le récit de Maud Azarul Moukriz a beaucoup intrigué l'opinion publique en Malaisie. Le parfum de mystère entourant cette histoire de disparition et réapparition a entraîné l'émergence de théories relevant de l'irrationnel. Beaucoup de Malaisiens ont émis l'idée que Maud aurait vécu en fait une expérience paranormale. Il aurait rencontré à Broga Hill des entités n'appartenant pas à notre réalité. Donc même si cette thèse semble probablement totalement farfelue pour certains spectateurs, et ça je peux le comprendre, on va étudier sérieusement cette possibilité, vraiment pour aller au bout des choses. On va poser une question importante. Quelle pourrait être la nature des êtres prétendument rencontrés par le jeune homme? Là, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, l'hypothèse du djinn. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, je le répète, la Malaisie est un pays majoritairement musulman. Invité dans les médias pour commenter ce fait divers, le docteur Taha Maud Omar, donc un docteur en philosophie islamique célèbre dans son pays, très réputé, très sérieux, a déclaré que le monde invisible des génies existait véritablement. Il a attesté de la réalité des djinns. Nous avons déjà évoqué le sujet des djinns, notamment dans la vidéo sur Noura Quran, mais il est utile d'apporter un complément d'information. La tradition musulmane raconte que, bien avant les hommes, Dieu créa les anges de lumière et les djinns d'un feu sans flamme. Ces entités surnaturelles ont été largement décrites dans le Coran. En arabe, le mot djinn signifie démon, bon ou mauvais, et aussi caché, invisible. En fait, ces termes résument assez bien ce que serait le djinn. Loin de l'image du gentil génie enfermé dans une bouteille, un peu comme dans les contes des Mille et une nuits, vous savez, le djinn est souvent dépeint comme étant maléfique, à tort ou à raison, parce qu'il y aurait des djinns bons, des djinns mauvais, un peu comme les hommes, voilà. Interrogé par les journalistes, le docteur Taha, il a apporté des précisions passionnantes sur la mésaventure de Maud dans la grotte. Selon le docteur Taha, si Maud avait accepté la proposition de mariage de la mystérieuse femme, il serait resté pour toujours avec elle et n'aurait jamais été retrouvé.
Et le docteur Taha a ajouté que le mariage était une condition pour que Maud entre définitivement dans l'autre monde, dont la frontière en fait était située juste à côté de la grotte. Ça c'est fascinant. Notons que cette impossibilité de retour dans notre monde, c'est une constante dans tous les récits du folklore relatifs aux petits peuples et aux autres créatures magiques, quelles que soient les cultures autour de la planète. Il en est de même, par exemple, dans les contes et légendes celtiques. Voilà. Un humain qui déciderait de pénétrer dans le royaume des fairies, les fées, les créatures magiques, ne pourra jamais revenir dans notre réalité. Voilà. Enfin, en théorie, bien entendu. Mais c'est ce qui est très fascinant, très troublant, c'est qu'on retrouve cette croyance partout sur la planète. Pour nous recentrer sur le cas qui nous préoccupe, le docteur Taha a déclaré qu'un djinn féminin, parce qu'en fait apparemment c'est ça, il y aurait des djinns masculins, des djinns féminins, il y aurait des hommes, des femmes, des enfants, il y aurait des familles de djinns. Donc le docteur Taha a déclaré donc un djinn féminin s'est possiblement intéressé à Maud en raison de son profil d'homme célibataire sans enfant. Il était sûrement considéré comme un bon géniteur potentiel. Voilà, probablement. Donc d'après mes recherches, parce que j'ai pas mal enquêté sur le sujet, un savant musulman du XIVe siècle nommé Abd Allah al-Shibli a indiqué que le mariage humain-djinn était possible et qu'il existait parfois des mariages de ce type. Et de célèbres imams tels que l'imam Az-Suyuti ont eux aussi soutenu l'idée selon laquelle des humains et des djinns s'étaient déjà mariés et avaient même eu des enfants ensemble. Ce sont des croyances ancestrales. Le docteur Taha a quant à lui indiqué que l'islam ne reconnaissait pas les mariages entre humains et djinns en raison de leur différence de substance fondamentale. Et là c'est passionnant. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi je trouve ça très intriguant. C'est que selon le docteur Taha, les humains ne pourraient pas se marier avec les djinns en raison de leurs différences fondamentales. Ils vivent dans des dimensions différentes. La théorie interdimensionnelle qui revient. On boucle la boucle. Parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, plusieurs détails suggèrent que peut-être que Maud a effectivement eu affaire à un djinn ou un génie. On est dans le cadre théorique encore, une fois, hein, le cadre théorique le plus pur. Mais voilà, il faut quand même étudier les faits. On a dit déjà que le djinn, cet être surnaturel, doué de pouvoirs magiques, serait la plupart du temps invisible. Et ça nous renvoie aux paroles de Ahmad Saad, l'oncle de Maud, qui avait déclaré aux médias, en parlant de la personne qui avait possiblement retenu prisonnier son neveu, il avait dit, en parlant de cette personne, « Nous ne pouvons pas le voir, cette personne peut nous voir, mais nous ne pouvons pas la voir. » Donc en clair, il était en train de nous dire, en substance, que cette personne était invisible, exactement comme un djinn. De plus, c'est pas terminé. J'ai déjà dit que le djinn pourrait prendre l'apparence de n'importe quoi, d'un homme, d'un arbre, d'un animal. Et lorsqu'il se manifeste sous l'apparence d'un animal, apparemment ce serait le plus souvent sous l'apparence d'un serpent. Et qu'il affectionnerait aussi, le djinn, les sites déserts tels que les grottes. Maintenant, rappelez-vous que Maud est resté prisonnier à l'intérieur d'une grotte et qu'il en est finalement sorti à l'aide d'un serpent. Voilà. Ça, c'était pour l'hypothèse du djinn. Je vous laisse le soin de vous faire votre propre opinion. Maintenant, on va passer à une deuxième hypothèse, l'hypothèse des orang-bounian, dont j'ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Le fait divers au sein duquel a été plongé Maud Azarul Moukris pourrait paraître assez anecdotique, s'il ne s'inscrivait pas dans une longue série d'incidents inexpliqués survenus en Malaisie. On peut citer notamment la disparition insensée dans la jungle malaisienne de Theo Kim Lan, un coureur de trail. Pour mémoire, Tan s'était volatilisé en 2015 lors d'une course à Hapek Hill. On ne l'a jamais retrouvé malgré une opération massive de recherche. En plus, c'était une zone très bien balisée, qui était aussi assez touristique, assez fréquentée. Donc on ne l'a jamais retrouvé, on n'a jamais retrouvé un seul de ses vêtements depuis maintenant 5 ans. Hasard ou coïncidence, j'ai découvert que Hapek Hill n'est distant que de 30 km de Broga Hill. C'est juste à côté en fait.
Et à l'époque, la disparition de Theo Kim Lan, le coureur, avait été jugée tellement étrange que des théories paranormales avaient été avancées par les habitants du coin, et même les médias mainstream. Et dans un article de presse, le journal The Star avait ouvertement pointé du doigt les Orang Bunyan, les esprits de la forêt, qui, selon les croyances locales, enlèveraient les humains pour les emporter dans une autre dimension. Généralement invisibles, les Orang Bunyan pourraient également se manifester sous la forme d'hommes, de femmes et d'enfants. D'ailleurs, certains pensent que les Orang Bunyan et les djinns pourraient être la même chose. C'est vrai qu'ils ont des caractéristiques communes. Ce qui est très troublant, c'est que tous les témoins qui auraient vu les Orang Bunyan, lorsqu'ils se matérialisent, les décrivent de la même façon. Ce sont tous des hommes, des femmes et des enfants, très très beaux. Vraiment, ils ont une grande beauté physique. C'est vraiment une caractéristique qui revient à chaque fois. Et aussi, ils porteraient des vêtements traditionnels malaisiens de couleur blanche. Beaucoup de témoins ont indiqué avoir vu ces êtres vêtus de longues robes à capuche blanche. D'ailleurs, petite remarque, soit dit en passant, la couleur blanche revient aussi très souvent lorsqu'on parle de créatures féeriques. Maintenant aussi, rappelez-vous que Maud avait suivi une fillette qu'il avait décrite comme belle comme un ange. Elle était aussi très belle, tout comme la femme qui lui avait proposé le mariage. Il avait dit qu'elle était plus belle que les artistes coréennes qu'il aimait. Voilà. Donc cette beauté, encore une fois, qui sort de l'ordinaire, ça peut nous laisser penser que peut-être que Maud aurait rencontré l'une de ces créatures. On continue, c'est pas tout à fait terminé. Soulignons que le cas de Maud Azharul Moukriz présente des similitudes avec celui d'un autre Maud, Maud Kerry Abdul Ghani, Maud Ghani, dont j'ai parlé dans mes livres et aussi dans une vidéo récente. Là où c'est très intéressant, c'est qu'en effet, il y a des points communs. Déjà, les deux disparitions sont survenues en Malaisie. Les deux personnes portaient le même prénom, Maud. Alors je ne sais pas si c'est un prénom qui est très courant en Malaisie, mais quand même, c'est quand même assez surprenant. Là où c'est moins surprenant, c'est que ces deux personnes, cet adolescent, ce jeune homme, ont tous les deux été retrouvés 5 jours après leur disparition. 5 jours. Et ils auraient vécu tous les deux une expérience qui défie la raison. Voilà, on n'avait pas d'explication à donner à leur témoignage. Pour finir, je vais reparler de Nora Quarin, dont j'en ai déjà beaucoup parlé dans des vidéos, parce qu'il y a des points communs aussi entre l'affaire Nora Quarin et l'histoire de Maud Azharul Moukriz. Les deux affaires se sont déroulées pratiquement au même endroit, dans la même région de Malaisie, dans l'état de Negeri Sembilan. J'ai découvert que Maud a vécu cette expérience extraordinaire à seulement 29 km de l'endroit où malheureusement Nora Quarin est décédée après avoir disparu. 29 km, donc c'est vraiment, c'est quasiment à côté à l'échelle d'un pays. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, dans les émissions sur Nora, j'ai expliqué qu'un chaman était intervenu lors des recherches et que ce chaman avait affirmé que l'adolescente avait été piégée par un génie, un djinn. Et que selon ce chaman, Nora avait été choisie par le djinn pour devenir sa belle-fille. Ce qui signifie en clair pour qu'elle épouse son fils. Donc il était encore une fois question de mariage, exactement comme dans le cas de Maud. Rappelez-vous que Maud est restée enfermée 5 jours dans cette grotte mystérieuse et chaque jour, une femme venait lui demander de l'épouser. Donc voilà, donc c'est très étonnant encore une fois. Je vous laisse le soin de vous forger votre propre idée sur cette histoire avec tous ces éléments que je vous ai apportés, mais je trouve que cette histoire est vraiment extraordinaire, fascinante, vraiment très étrange. Cette histoire sera dans mon prochain livre, le livre que je suis en train de finir, qui va sortir prochainement. Tenez-vous informés. Disparu dans la nature, Asie, 20 histoires vraies et mystérieuses. Voilà, donc 20 histoires vraiment extraordinaires. La majorité sont complètement inédites en France, même ailleurs je pense. Vraiment j'ai fait un travail énorme de recherche, de traduction. Donc vraiment si vous aimez le mystère, si vous aimez l'étrange, si vous aimez le rêve aussi, le merveilleux, vraiment ce sont l'aventure, l'exotisme, voilà, vous allez vous régaler parce que moi j'ai pris un pied énorme à l'écrire. Je me suis vraiment
Ça sera, là je vais vous le dire franchement, je pense que ça sera probablement l'un de mes livres préférés de la série. Donc voilà, tenez-vous informés, ce livre ne va pas tarder à sortir. Quant à nous, on va se retrouver très prochainement. Je vous reparlerai bien sûr de ce livre ultérieurement, il n'y a pas de souci. Voilà, chers spectateurs et spectatrices, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche aussi, pour être prévenu des nouvelles émissions. Parce que je vais proposer des émissions plus longues, qui dépassent les 1 heure. Tenez-vous au courant, voilà. J'en profite pour adresser une petite pensée aux personnes aussi qui sont en quarantaine en ce moment à cause de ce maudit virus. Écoutez, bon courage, et puis on est tous dans la même galère. Et j'ai envie de dire, le seul point positif, c'est que bon, moi, ça nous laisse du temps pour regarder des vidéos, lire des livres, voilà. Il faut toujours rester positif. Voilà. Donc, je vous laisse, prenez soin de vous, ne disparaissez pas et je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Bye.